Nous allons nous intéresser maintenant à la souveraineté numérique avec Brunesen Bertrand, professeure de droit public à l'Université de Rennes, co-directrice d'un ouvrage sur la souveraineté numérique publié aux éditions Brûlant. Brunesen Bertrand, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, je vous propose de parler des enjeux concernant la souveraineté numérique. Quels sont les principaux enjeux de cette souveraineté numérique? Alors, si je devais résumer les principaux enjeux, je dirais que ce sont des enjeux ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on les trouve partout, dans absolument tous les domaines. Ça concerne aussi bien la politique de défense, la politique économique, la protection du modèle de démocratie libérale, la politique commerciale, la régulation des marchés. Donc, ça touche absolument tout. Et quand on met ça tout bout à bout, on se rend compte que pour les États, ça finit par constituer quelque chose d'existentiel, de fondamental, puisque c'est la capacité à garder leur indépendance, la maîtrise de leurs décisions. Et aujourd'hui, on constate que toute décision politique est presque tributaire d'enjeux technologiques. Alors, pour prendre un exemple, prenons l'exemple du cloud. On a eu un moment l'idée d'avoir un cloud sinon souverain, à tout le moins un peu sécurisé en Europe. Comment on fait ça concrètement si on n'a pas de solution ou d'offres européennes capables de rivaliser avec des solutions techniques étrangères qui sont en plus soumises potentiellement à des lois aussi extraterritoriales. Donc la souveraineté numérique, il y a un enjeu d'autonomie stratégique et aussi d'autonomie sur un plan technologique. Et ça, c'est un enjeu, notamment sur le plan industriel, qui est important en Europe. Alors, on va aborder la question justement du rôle de l'État dans le cyberespace face à des acteurs, les GAFAM, qui sont devenus de plus en plus puissants. C'est difficile pour les États de garder leur autorité et de maintenir leur souveraineté. Alors, quel rôle pour l'État dans le cyberespace? Alors, on dit d'un État qu'il est une puissance souveraine parce qu'il n'a ni supérieur, ni égal, ni concurrent. Sauf qu'aujourd'hui, les grandes entreprises technologiques sont devenues potentiellement des rivaux et des concurrents des puissances étatiques. On le voit avec la puissance économique et politique qu'ils ont réussi à acquérir. Ils ont inventé ce modèle de la fonction d'intermédiation. Et donc, ils ont, par cette intermédiation, restructuré toutes les relations de médiation sociale, les nouvelles formes d'emploi, restructurer le débat public. Et ils ont aussi une puissance économique qui leur permet d'avoir aussi de jouer un rôle sur le plan politique. Et donc, ils investissent des domaines régaliens, c'est-à-dire traditionnellement réservés aux États. On le voit en matière monétaire avec les cryptoactifs, on voit les solutions de sécurité, d'identité numérique qui sont proposées, et aussi sur le terrain de la régulation. C'est-à-dire que pendant longtemps, les conditions générales d'utilisation, c'était la seule régulation des réseaux sociaux. Et maintenant que les États adoptent des règles étatiques, certains contestent l'application de ces règles. Et on assiste comme ça à des bras de fer entre des grandes plateformes et des États. En 2021, c'était Meta et l'Australie. Aujourd'hui, on le voit avec X et le Brésil et dans une moindre mesure aussi l'Union européenne. Alors, est-ce que c'est l'approche justement de la souveraineté numérique? Est-elle différente en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Russie ou en Afrique, par exemple? Alors oui, très différentes. Déjà, dans toutes les puissances que vous avez citées, les États-Unis sont les seuls à avoir leurs propres grandes entreprises technologiques. Donc évidemment, le sujet pour eux en termes de souveraineté numérique, même s'ils ne le formulent pas comme ça va être surtout sous l'angle de la guerre économique et commerciale à l'échelle mondiale et en particulier avec la Chine. Même s'ils ont aussi des sujets en interne de régulation, de concurrence, etc. avec ces plateformes. La Russie, c'est évidemment une situation extrêmement différente, mais elle concentre toute sa stratégie sur le champ informationnel, le contrôle de l'espace informationnel, que ce soit en interne ou aussi à l'étranger. L'Afrique est un continent qui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Il y a beaucoup d'enjeux en termes d'équipement, d'infrastructures, de logiciels, et là aussi d'investir le champ informationnel. Après, comme c'est à l'échelle d'un continent, forcément, la position africaine n'est pas univoque sur la question. Et s'agissant de l'Union européenne, c'est vrai qu'on a tendance en France à bien développer cette idée parce que la France a beaucoup porté ce thème de la souveraineté numérique. C'est pas partagé partout. Il y a quand même aussi beaucoup
beaucoup d'États membres qui voient ça avec un peu plus de suspicion, comme une atteinte au fond à la relation transatlantique qu'ils espèrent privilégier. Donc voilà, il n'y a pas de position européenne univoque non plus. Alors les États doivent faire face aussi à un problème crucial, ce sont les cybermenaces. On sait par exemple un pays comme l'Estonie a été victime de nombreuses cyberattaques. Alors comment les États peuvent-ils se protéger face à ces cybermenaces? Alors, d'abord en identifiant les auteurs de ces cyberattaques, parce qu'il y a des profils et des motivations extrêmement différentes. Vous pouvez avoir des hackers individuels qui sont motivés par des considérations financières, des activistes qui sont mus par des considérations plus idéologiques. Vous pouvez aussi avoir des formes de cyberespionnage industriel, économique, ou alors des ingérences étrangères de nature plus politique, ou aussi tout simplement de la cybercriminalité au sens de la criminalité classique. Donc évidemment, on ne lutte pas de la même façon contre le cyberespionnage, la cybercriminalité et les ingérences étrangères. Bien sûr. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait cette identification, il faut prendre la mesure que l'enjeu pour relever le niveau de cyber-résilience, c'est un enjeu collectif. C'est-à-dire que si une entreprise se protège seule, prend des mesures de cybersécurité, si ses fournisseurs n'ont pas pris de telles mesures, eh bien, il y aura une faille assez considérable. Donc la cyber-résilience est vraiment un enjeu collectif et aussi un enjeu financier, parce que pour une petite entreprise, ça a un coût aussi au départ, alors qui est sans doute rentabilisé après, mais en tout cas, il faut avoir aussi les moyens et le réflexe de le faire. Aujourd'hui, on voit que les chaînes de valeur économique, elles sont européennes, elles sont mondiales. Donc, il faut vraiment penser ça collectivement. C'est un des objectifs de la directive Nice 2 notamment, d'essayer de proposer une réaction collective, un partage d'informations, une coopération entre les États membres de l'Union européenne, mais voilà, c'est quelque chose qui se met en place lentement. Vous avez évoqué Nice 2. La régulation, c'est la seule manière de faire pour essayer de contrer ces géants du numérique? Alors, ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Il y a des points de vue différents. En Europe, on estime en effet que la régulation est nécessaire. D'une part, pour protéger les droits fondamentaux, protection des données à caractère personnel, vie privée, liberté d'expression, protection des droits d'auteur, des droits de propriété intellectuelle, et aussi pour des enjeux économiques. Parce que on s'est aperçu, peut-être un peu tard, mais néanmoins la prise de conscience a été là, qu'il y avait des nouvelles barrières à l'entrée par ce qu'on a appelé les contrôleurs d'accès, des gatekeepers. Et donc, il fallait appréhender différemment les questions de concurrence. Alors après, il y a toujours ce débat sur jusqu'où réguler pour ne pas trop annihiler et freiner l'innovation. Sur la régulation de l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet. Mais sur les considérations économiques, le projet européen, c'est de considérer qu'on va être dans une économie, on est largement dans une économie fondée sur la donnée, que la donnée est une ressource essentielle, que les données personnelles comme non personnelles, au demeurant, ont été massivement captées précisément par ces géants du numérique. Et on voudrait essayer d'organiser un modèle européen de partage, de gouvernance des données pour qu'elles puissent circuler. Et ça, le DSA, le DMA. Tout à fait. Et sur ce sujet aussi, le Data Governance Act qui cherche précisément des façons de faire circuler ces données. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres perspectives pour les États? Comment vous voyez justement à l'avenir cette question de la souveraineté numérique, davantage de régulation, plus de liberté pour les acteurs du numérique? Comment ça va s'arbitrer tout cela? Alors, c'est sans doute une question d'équilibre, d'arbitrage politique aussi, parce qu'on voit que les perspectives diffèrent aussi en fonction de certains choix politiques qui peuvent être faits. Il y a un enjeu industriel, de politique industrielle. C'est sûr que quand on compare les investissements dans la politique industrielle et sur ces technologies de rupture, notamment aux États-Unis, en Chine ou en Europe, voilà, c'est sans commune mesure. Et donc, ça passe aussi beaucoup par une politique dynamique en matière industrielle. La régulation, donc on a adopté beaucoup d'actes, vous les avez rappelés. Maintenant, l'enjeu, ça va être celui de leur application et de leur application effective. Et on voit que, notamment, à chaque élection, la question de l'application du DSA se pose. C'est plus compliqué. Oui, tout à fait. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est le moment de se quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.